Qu'est-ce que la mola? Comment réaliser cette technique d'appliqué inversé? La technique d'appliqué inversé est assez courante dans les projets, mais pourtant on ne trouve que très peu d'explications à ce sujet. Dans cette vidéo, j'ai testé le tuto de mola paru dans une revue Edisax il y a quelque temps déjà. Je te montre les difficultés que j'ai rencontrées et je te donne mes meilleurs conseils pour démarrer. En parcourant les diverses techniques de patchwork, qui n'est pas tombé sous le charme de ces pièces colorées, aux allures géométriques et presque hypnotiques? On voit cela ensemble tout de suite, mais avant, générique! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne, en français et dans la bonne humeur. Si tu es nouvelle ici, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu as déjà réalisé des ouvrages de mola, d'appliqué inversé et quelles ont été tes difficultés. Partage avec moi en commentaire. Pour retrouver toutes les informations évoquées dans la vidéo, les liens sont juste en dessous du titre dans la description. Qu'est-ce que la mola? La mola est un art textile d'Amérique centrale, de Panama. Sa principale caractéristique, c'est la technique de l'appliqué inversé. La mola est reconnaissable car les motifs sont vraiment très colorés. On a tous entendu parler de cette technique de patchwork, la mola. Et pourtant, si on veut s'y intéresser plus précisément, c'est assez difficile de trouver des informations. En faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé un livre en français d'un anthropologue, Michel Perrin. C'était un livre d'occasion, mais il est très richement documenté. J'y ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les différents aspects de cet art. La mola est un art réalisé par les femmes d'une tribu appelée Kuna. La technique de la mola consiste à créer des motifs textiles en superposant plusieurs couches de tissu et en appliquant en creux. Après avoir fait des entailles dans une ou plusieurs épaisseurs pour laisser apparaître les tissus du dessous, on vient appliquer à point visible la couche de tissu du dessus sur la couche de tissu du dessous. Dans l'inconscient collectif, on pourrait penser que cet art est vraiment très ancien. Ce fut une grande surprise pour moi d'apprendre que cet art s'est vraiment développé au 19e et au 20e siècle. Dans la tradition de cette tribu, ces motifs géométriques étaient directement réalisés sur le corps comme des tatouages éphémères. Mais la venue des colons européens au XVIIe, XVIIIe siècle leur a permis de développer leur art sur les tissus importés. La suite a un goût un peu aigre-doux, je trouve. En effet, la mola s'est développée rapidement, pendant 2 siècles, passant d'une technique d'affirmation d'une culture et de révolte contre le pouvoir des colons à un art pour touristes plus ou moins de qualité. Le tourisme a bien sûr permis d'enrichir les populations, mais elle a également saboté un peu leur art dans le sens où les femmes devaient répondre aux commandes des touristes. Elles ne créaient plus à partir de l'imaginaire et de la culture Kuna, mais en fonction des standards européens qui leur étaient dictés. Quelles sont les caractéristiques de la mola? L'art mola est d'une grande richesse dans cette tribu. Leur vision de la vie est toute particulière et les femmes puisent dans l'imaginaire collectif Kuna, leurs légendes ainsi que leur environnement quotidien, toutes les ressources nécessaires pour exprimer leur art. Il existe 3 éléments essentiels à la construction de la mola. Le premier, c'est la symétrie. Les motifs mola sont très régulièrement réalisés en symétrie car cela reflète pour eux un aspect fondamental de leur vision. En effet, pour les Kuna, tous les êtres ont leur double. Que ce soit pour les humains, les animaux ou les plantes, tout s'exprime par la dualité. Cette symétrie dans les molas se retrouve grâce à l'utilisation notamment des axes verticales ou horizontales. Le deuxième élément caractéristique de la mola, c'est l'utilisation des labyrinthes. Une des explications à l'utilisation de motifs labyrinthiques serait que les femmes Kuna se sont inspirées des coraux très nombreux dans leur environnement. Dans tous les cas, elles s'inspirent de leur environnement, des villages, ruelles si entrelacées qu'un étranger pourrait s'y perdre, des lianes de la forêt tropicale avoisinante par exemple, des serpents, tout est source d'inspiration à reporter sur leur art textile. On se rend donc compte très vite que cette tribu a un lien très fort avec la nature et clame son interdépendance avec celle-ci. C'est aussi l'occasion pour ces femmes de démontrer par le biais de la couture leur virtuosité dans cet art. Enfin, le troisième et dernier élément, caractéristique de la mola, c'est l'aspect cinétique. La combinaison de motifs
symétrique, labyrinthique, avec un remplissage de l'étoffe assez conséquent, donne une impression cinétique, une impression de mouvement, de trompe-l'œil parfois, et c'est vraiment très impressionnant. L'œil ne s'ennuie jamais, car il est toujours en mouvement. Il recherche une certaine logique dans les dessins, et donc c'est ce qui provoque ce dynamisme dans leur fresque Mola. Maintenant que nous avons fait un peu connaissance avec la culture Mola, nous allons pouvoir passer à la pratique. Cela fait très longtemps que je souhaite essayer la technique de la Mola, mais je n'avais jamais rien vu passer dans les revues, les vidéos, qui pouvaient me motiver à le faire. Un jour, j'ai trouvé cette revue Magic Patch et j'ai adoré la couverture. Alors c'est une autre histoire, mais le sac, je le trouve très beau et il est toujours sur ma to-do list des projets à réaliser prochainement. Revenons à la Mola. Dans cette revue, il y a un petit topo sur la Mola et quelques projets d'appliqués inversés de type Mola, mais à la mode japonaise, puisque l'on sait que cette revue est réalisée essentiellement avec des créations d'artistes japonaises. J'ai choisi comme projet de réaliser la petite tortue. Je la trouvais sympathique et en plus ma fille adore les tortues, alors raison de plus pour se lancer. J'ai choisi un motif simple et seulement 2 épaisseurs de tissu. En effet, je ne veux pas m'ajouter de difficultés à devoir jouer avec de nombreuses couleurs et épaisseurs de tissu. Pour une première, 2 épaisseurs suffiront largement. Quelles sont mes premières impressions ? Pour le démarrage du projet, je suis en confiance parce que je retrouve le même processus de travail qu'avec la broderie Glazik, cette fameuse broderie bretonne rendue célèbre par Pascal Jaouen. Il y a en effet un bon travail préparatoire à la base avec le dessin du motif pour en faire un gabarit, placer le dessin sur le tissu et le reporter, et enfin le moment où il faut bâtir les 2 épaisseurs pour les maintenir entre elles. Ce sont des étapes que j'ai déjà réalisées à de nombreuses reprises, donc pour l'instant ça va. Deuxième impression, je suis un petit peu perdue finalement. Une fois le travail préparatoire terminé, je peux passer aux premières coupes et aux premières coutures. C'est toujours perturbant de couper dans le tissu au milieu du motif, je trouve. La peur de couper le tissu du dessous, de couper trop long ou que le tissu se défasse. Comment je fais pour les coins et les courbes? Faut-il couper de grandes longueurs de tissu ou y aller par petites portions? Ah là là, c'est pas facile tout ça. Même chose pour la couture au point invisible, je patauge un peu. Effectivement, je connais bien la technique de base de l'appliqué, mais le motif est assez petit et je me retrouve avec des parties quand même assez complexes. Ça tourne dans tous les sens, je me demande si le motif est bien choisi pour débuter. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Le tissu rouge, celui du dessus, s'effiloche et ça ne facilite pas le travail. En effet, avec des bouts de fil qui partent un petit peu dans tous les sens, ça ne me facilite pas la tâche, ça facilite pas en tout cas le travail de rentrée du tissu pour le coudre à point visible. Et pourtant, c'est un tissu Kef Facette, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Autre point, je n'ai pas l'habitude de retourner si peu de marge de couture. Je me retrouve avec un peu moins de 0,5 mm de marge de couture dans un petit espace avec des courbes, des creux. L'exercice est un petit peu délicat. Et les pointes et les courbes dans tout ça, à quel moment faut-il les cranter? Le tuto du magazine indique qu'il faut cranter régulièrement sur les courbes, mais je n'ai pas plus de précision que cela. Lorsque j'arrive aux pointes, je me retrouve avec des morceaux de tissu assez larges. Comment je rentre tout ça au propre pour avoir un joli rendu? Le point suivant sur lequel je me suis posé des questions, c'est mon outil de coupe. Au départ, je travaillais avec des ciseaux de couture avec une lame très courte et une bonne prise ergonomique. Mais je me suis rendu compte qu'ils étaient malgré tout assez encombrants et que les enfants avaient dû passer par là et couper du papier avec. Résultat, la coupe n'était pas fluide et peut-être que ces ciseaux ont aussi contribué à ce que le tissu s'effiloche parfois. J'ai donc poursuivi avec mon coupe-fil, très maniable et aux lames parfaitement aiguisées. Les 3 techniques essentielles pour faire de la Mola. La première, ça va être de dessiner, bâtir et couper. La première chose à retenir, c'est qu'il faut dessiner son motif correctement sur son tissu et respecter les courbes pour ne pas faire d'erreur ensuite dans le motif. Le bâti des différentes épaisseurs est fondamental également car il permet ensuite d'être plus à l'aise dans la réalisation des coutures inversées.
Avec la broderie Glazik, le bâti est très serré pour éviter au maximum que le tissu gondole entre les différentes broderies réalisées. Ici, le bâti va servir de guide pour la couture inversée. Le démarrage m'a semblé laborieux car il faut trouver ses marques et trouver son rythme de travail. Mais finalement, j'y ai pris du plaisir quand on commence à voir le motif prendre forme. C'est un peu comme au quilting main, je trouve. On lutte au départ pour entrer dans le processus et puis finalement, lorsqu'on y est, on a du mal à s'arrêter. La deuxième technique à maîtriser ou à utiliser, ça va être le point invisible. C'est la technique de la mola à la main. Le point invisible ou le point caché, c'est la technique de base pour tout appliquer qui se respecte. Pour en savoir plus sur cette technique, tu peux retrouver mon tuto complet où je t'explique comment réaliser un joli point invisible. Retrouve le lien direct dans la description sous le titre de cette vidéo. La troisième technique à laquelle on va devoir porter attention, c'est la gestion des pointes et des courbes. Ça a été pour moi le point central, celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Les courbes doivent être crantées. Pour cela, utilise un petit coupe-fil ou de petits ciseaux bien aiguisés, c'est essentiel. Le crantage doit faire l'objet de toute ton attention. Alors pas trop profond pour ne pas atteindre la ligne du motif qui pourrait le mettre en danger, mais pas trop court non plus pour te permettre de faire un joli rentré de tissu. Compte autour de 0,3 mm, 0,4 mm pour de petites surfaces. Le crantage est indispensable pour les courbes en creux, donc les concaves, et également un peu sur le haut des courbes en rond, les convexes. Pour les pointes, je fais un cran en face de la pointe à l'oblique. Cela me permet de glisser la première partie correctement sous le reste du tissu avant de replier la deuxième partie sans trop de difficultés. Mes 4 conseils pour te lancer. Choisis un modèle simple sans trop de méandres pour commencer. Pourquoi ne pas t'inspirer de dessins à colorier pour les enfants, un poisson, une fleur? Surtout évite trop de méandres qui pourraient te mettre en difficulté. Tu auras tout le temps plus tard lorsque tu auras pris confiance pour prendre un peu plus un modèle plus complexe. Deuxième conseil, choisis un modèle assez grand. Plus le motif est petit, plus la difficulté sera grande. La tortue que j'ai réalisée mesure à peine 15 cm de large, donc vraiment pas très grande. Essaye un motif d'une vingtaine de centimètres, tu auras plus de facilité pour faire tes rentrées à l'aiguille plus tranquillement. Troisième conseil, choisis une bonne qualité de tissu et de bons outils. Choisis un tissu de coton dédié pour le patchwork pour être sûr de la qualité. Cela évitera des désagréments comme l'effilochage du tissu ou une prise pour les rentrées plus ou moins catastrophiques. Un bon outil de coupe va se révéler indispensable également. De bons ciseaux avec une lame assez petite pour gagner en mobilité entre les épaisseurs de tissu et gagner aussi en efficacité dans la coupe. Quatrième conseil, choisis 2 tissus de couleurs contrastantes uniquement. Les molas que l'on voit partout sont très colorés et ils font vraiment très envie. Mais il faut savoir que les premières molas étaient bicolores. Alors fais comme les premières femmes Kuna, sers-toi uniquement de 2 tissus et rajoute ensuite progressivement au fil de ton apprentissage d'autres couleurs. Pour en savoir plus sur le matériel, n'hésite pas à consulter la vidéo où je t'explique les 3 grandes catégories de matériel de patchwork nécessaires. Le lien est dans la description. Enfin, conseil bonus, prends ton temps et persévère. Je le dis à chaque fois et c'est vraiment important, l'essentiel c'est d'apprendre et de se faire plaisir. Personne n'a jamais rien réussi du premier coup parfaitement. Alors, on accepte ses imperfections et on fera mieux sur la ligne suivante ou sur le projet suivant. Que ce soit chez les molas ou les quilteuses modernes, l'erreur fait partie de l'ouvrage et sois bien certaine qu'il n'y a aucun ouvrage parfait. Tu verras toujours de petites imperfections dans n'importe quel ouvrage de patchwork. Nous voilà au bout de cette vidéo sur la mola. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà réalisé des motifs mola, quelles ont été tes difficultés. Si tu as des conseils à partager, n'hésite pas, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en dessous le titre. Cela permet de soutenir la chaîne Patchwork Facile. N'oublie pas de t'abonner si tu t'intéresses au patch et pense à partager sur les réseaux pour en faire profiter les copines. Je te dis bon patch et à bientôt, ciao ciao!